Imaginez, un instant, que deux bombes intellectuelles aient explosé au même siècle, sur des continents différents, mais avec des impacts qui résonnent encore dans tout ce que vous connaissez, dans votre façon de travailler, d'aimer, de voter, de souffrir ou de rêver. Imaginez que ces deux idées ne soient pas nées pour s'opposer, mais aient fini par se heurter à chaque coin de l'histoire moderne. L'une est née du silence des fossiles, l'autre du cri des travailleurs. L'une a émergé des entrailles de la nature, l'autre du ventre vide des usines. D'un côté, Charles Darwin, l'homme qui a eu le courage de dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais un enfant du temps, de l'adaptation, de la survie impitoyable. De l'autre, Karl Marx, l'homme qui a osé affirmer que vous n'êtes pas esclave du destin, mais le produit des rapports de production, de la lutte des classes, de l'injustice historique. Deux noms, deux livres, deux théories qui ont changé le monde, l'origine des espèces et le capital. Mais la question que personne ne semble poser est la suivante. Darwin et Marx sont-ils vraiment des ennemis idéologiques? Où ce choc, ce duel quasi mythologique entre le scientifique de la nature et l'architecte de la révolution, n'est-il que le reflet d'un malaise bien plus profond que notre société porte encore aujourd'hui? Ce n'est pas une guerre entre science et politique. C'est une lutte pour savoir qui a le droit de dire la vérité sur le monde. Charles Darwin est né en 1809 en Angleterre, une île impériale, fière, qui exploitait la moitié du globe tout en se persuadant que cela relevait de l'ordre naturel. Jeune homme timide, passionné par les coléoptères et les bateaux, il découvre alors une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. La vie n'a pas été créée toute faite. Il n'y a pas d'essence. Tout change. Et l'être humain n'est qu'un maillon de plus dans une chaîne aveugle et brutale appelée sélection naturelle. C'est comme si on ouvrait un gouffre sous les pieds de l'humanité. Karl Marx est aussi né en 1809 en Allemagne, un pays morcelé, au bord de l'unification, avec une élite recluse dans ses châteaux et une masse populaire en ébullition. Marx n'étudiait pas les mollusques, il étudiait la misère, les ouvriers, les villes sombres de la révolution industrielle. Il voyait des enfants entrer dans les mines de charbon à 5 heures du matin et en sortir comme des fantômes. Et il comprit que le problème n'était ni le temps, ni la nature, mais le capital, le système. Darwin voyait le monde comme une toile de mutation, Marx comme une arène de conflit. Mais tous deux voyaient du mouvement. Tous deux refusaient l'idée que les choses sont comme elles sont parce qu'elles l'ont toujours été. Et c'est là que naît le premier micro-conflit. Le monde tel que vous le connaissez, votre emploi, votre école, votre maison, votre place dans la société, est-il le fruit de la biologie ou de la politique? Êtes-vous ce que vous êtes parce que vous avez évolué ainsi, ou parce que vous êtes né dans une structure sociale qui détermine la place de chacun? Darwin nous dit « Adaptez-vous ou disparaissez ». Marx répond « Révoltez-vous ou vous serez broyé ». Et si vous pensez que ce débat est enterré au XIXe siècle, détrompez-vous. Il est dans les discussions sur la méritocratie, dans les politiques du logement, dans la façon dont on blâme les pauvres pour leur pauvreté et dont on glorifie les riches pour avoir réussi, dans le discours selon lequel certains sont faits pour ça et d'autres n'ont pas assez fait d'efforts. Darwin n'a jamais écrit sur le capitalisme, mais beaucoup ont utilisé ses idées pour le justifier. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. La théorie de la sélection naturelle, entre de mauvaises mains, devient une arme idéologique, le darwinisme social. La croyance selon laquelle les riches prospèrent parce qu'ils sont plus aptes. Et les pauvres, tant pis, ils sont les moins évolués. Et puisque la nature est cruelle, intervenir serait injuste. Ce serait contre nature d'essayer de rééquilibrer les choses. Marx a vu cela et aurait voulu renverser la table. Pour lui, c'était l'excuse parfaite des oppresseurs. Transformer l'exploitation en loi naturelle. Faire croire que l'inégalité est biologique et non sociale. Que l'injustice est inévitable et non le fruit d'un choix. Marx voulait tirer le rideau et montrer les coulisses.
que ce qu'on appelle naturel est souvent idéologique, que la sélection des plus aptes repose sur la propriété, non sur le mérite, que cette soi-disant nature humaine, compétitive, égoïste, avide, n'est pas une donnée génétique, mais un produit du système. Mais Marx a aussi commis une erreur que ses partisans admettent rarement. Il a sous-estimé la profondeur du temps historique. Il croyait que la révolution viendrait comme un orage, un basculement soudain, qu'il suffirait de conscience et d'organisation pour tout changer. Et le temps lui a prouvé que la structure est bien plus résiliente qu'il ne le pensait, peut-être même plus darwinienne qu'il ne l'imaginait. Darwin, lui non plus, n'est pas sorti indemne de l'histoire. Son image d'homme scientifique, neutre, rigoureux, a été utilisée par des politiciens et des industriels pour justifier des génocides, des politiques eugénistes, des colonialismes. L'Empire britannique invoquait la théorie de l'évolution pour affirmer que conquérir, asservir, exterminer, c'était simplement accomplir le rôle de l'espèce la plus forte. Le même Darwin qui s'émouvait devant un oiseau rare aux Galapagos fut cité, à tort, pour légitimer l'Holocauste. Ce qui nous amène à une question troublante. Toute grande idée, même née de la curiosité et de la rigueur, peut-elle être détournée par le pouvoir? Et surtout, qui contrôle l'usage de ces idées? Les scientifiques? Les philosophes? Les gouvernements? Les entreprises? Les médias? C'est ici que le duel entre Darwin et Marx devient quelque chose de plus vaste. Ce n'est plus une question de biologie ou d'économie. C'est une question de pouvoir. Qui a le droit de dire ce qui est naturel? Qui définit ce qui est juste? Qui décide de ce qui est inévitable? Darwin disait « Le plus apte survit ». Marx répondait « Le plus cruel n'est pas forcément le plus juste ». Et vous, au milieu de ce champ de bataille conceptuelle, vous voilà face à une énigme. Faut-il accepter le monde tel qu'il est? S'adapter? Courir plus vite? Être plus fort? Ou faut-il douter? Se battre? S'organiser? Tenter de changer les fondations mêmes? Ce dilemme n'est pas théorique. Il est là, dans le réel, dans le chômage, dans l'inflation, dans les inégalités, dans le racisme structurel, dans les récits sur les gagnants et les perdants, dans le système scolaire qui prétend donner à tous les mêmes chances, alors que certains commencent à courir pieds nus, lestés, avec un chronomètre truqué. Darwin a aidé à comprendre le passé de la vie. Marx a tenté d'anticiper le futur de la société. Mais aucun des deux n'aurait pu imaginer le présent dans lequel nous vivons. Un temps où leurs idées s'entrechoquent dans les réseaux sociaux, dans les campagnes électorales, dans les podcasts d'opinion. Un temps où les discours qui devraient nous libérer sont utilisés pour nous enchaîner. Un temps où la science est discréditée et la politique réduite à la corruption. Darwin et Marx ne sont pas morts. Ils sont là, dans les coulisses de chaque débat. Quand quelqu'un dit que le pauvre est pauvre parce qu'il n'a pas travaillé, il cite Darwin, même sans le savoir. Quand quelqu'un dit que sans lutte, il n'y a pas de changement, il fait écho à Marx, même sans s'en rendre compte. Et la vraie guerre n'est pas toujours entre ces deux figures. La vraie guerre est entre ce que nous comprenons et ce qu'on nous fait croire. C'est pourquoi ce texte n'est pas une leçon, ni un hommage à deux génies. C'est un miroir, un test. Êtes-vous vraiment prêt à comprendre les forces qui façonnent votre vie? Ou préférez-vous croire que les choses sont comme elles sont, parce qu'elles ont toujours été ainsi? Charles Darwin et Karl Marx ont vécu au même siècle. Ils sont morts à 1 an d'intervalle. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais d'une certaine manière, ils n'ont jamais cessé de dialoguer. L'un disait « Observez le monde ». L'autre disait « Transformez-le ». Mais peut-être que la question la plus troublante soit « Et s'il fallait faire les deux en même temps ?» Imagine ceci. Vous vous réveillez un matin comme un autre, encore à moitié endormi, et tombez sur une manchette sur votre téléphone. Un milliardaire affirme que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ont des gènes inférieurs. Vous trouvez ça absurde. Vous vous indignez. Vous fermez l'article.
Mais en faisant défiler votre fil d'actualité, vous voyez que des milliers de personnes commentent avec enthousiasme. Certaines applaudissent, d'autres justifient en s'appuyant sur la science. D'autres encore disent « Darwin l'a bien dit, seuls les plus forts survivent ». Vous fermez le téléphone, vous partez travailler. En chemin, vous voyez un sans-abri fouillé dans une poubelle. Une femme noire ignorée à la caisse d'une pharmacie, un livreur avec un sac déséquilibré, un pneu crevé et un regard qui a perdu le compte des livraisons faites sans jamais entendre un merci. Et soudain, cette manchette absurde prend forme, parce que le monde dans lequel nous vivons semble croire, même en silence, que certaines personnes sont plus aptitudes que d'autres, que certaines sont nées pour diriger et d'autres pour obéir, que certaines ont le droit de se reposer et d'autres doivent déjà être reconnaissantes d'être encore en vie. C'est là que Charles Darwin réapparaît, malgré lui. Darwin n'a jamais dit qu'un milliardaire méritait sa fortune parce qu'il était génétiquement supérieur. Il n'a jamais écrit que les Noirs, les indigènes ou les pauvres étaient que des chaînons moins évolués de l'humanité. Mais sa théorie, celle de la sélection naturelle, a été utilisée, déformée, emballée dans un langage de légitimité scientifique pour justifier exactement cela. Elle a été manipulée comme si elle était un manuel de l'inégalité inévitable. Et c'est ainsi qu'est né le monstre, le darwinisme social. Un mensonge maquillé en science, une violence déguisée en diagnostic. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des pays entiers ont commencé à utiliser cette logique pour fonder leur politique publique. Aux États-Unis, par exemple, des lois de stérilisation forcée ont été appliquées à des personnes pauvres, handicapées ou immigrées, au nom de l'hygiène génétique. Au Brésil, pendant longtemps, des intellectuels ont défendu le blanchiment de la population comme objectif d'amélioration raciale. En Europe, ce récit mènera au cauchemar que nous connaissons, le nazisme. L'eugénisme, enfant bâtard du darwinisme social, a été utilisé pour exterminer des millions de vies. Et tout a commencé avec une idée aussi simple que dangereuse, que la biologie peut, et doit, déterminer la valeur d'une vie. Et nous voilà revenus à vous. Combien de fois, sans même vous en rendre compte, avez-vous jugé quelqu'un par son apparence, sa façon de parler, son quartier, son école? Combien de fois vous êtes-vous senti vous-même inadéquat, comme si vous aviez échoué à un test invisible de survie? Comme si le monde vous scrutait en permanence, vous filtrant, vous rejetant, et que vous ne compreniez pas où était l'erreur dans l'équation. Cette douleur silencieuse, celle de se sentir insuffisant, est l'écho moderne de cette vieille distorsion. La logique du mérite absolu, du « s'il a réussi », c'est qu'il est meilleur, est aujourd'hui l'emballage propre d'une vision du monde profondément excluante. Et l'ironie, c'est que Darwin n'a jamais voulu ça. Il n'a fait que décrire la nature sauvage. Il n'a jamais dit que nous devions l'imiter dans l'organisation de la société. C'est là que Marx entre en scène. Pendant que Darwin révélait que la vie est modelée par des forces aveugles et brutales de la nature, Marx posait la question suivante. Pourquoi reproduisons-nous cette logique dans notre façon de structurer le monde? Si la nature est déjà cruelle, la société ne devrait-elle pas être son contraire? Pour Marx, l'inégalité n'était pas biologique, mais historique. Pas naturelle, mais construite. Il regardait cette même société que vous voyez aujourd'hui, inégalitaire, injuste, violente, et disait « Tout cela a un nom, une cause, une structure. Ce n'est pas parce que quelqu'un a travaillé plus dur qu'il gagne 300 fois le salaire de celui qui prépare son café. Ce n'est pas parce qu'une autre personne est moins compétente qu'elle n'est déjà endettée, invisible, jetable. C'est parce que le système a été bâti ainsi. » Marx voyait l'histoire comme un théâtre de conflits, et le plus profond de tous était celui entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Mais contrairement à la nature, où survivent les mieux adaptés, il croyait qu'en société, les plus opprimés peuvent résister, s'organiser
et tout transformer. Et cette différence est essentielle. Darwin décrit la loi du plus apte. Marx propose la révolte du moins favorisé. Et si vous croyez que tout cela est lointain, pensez à toutes les fois où vous avez dû vous adapter pour survivre. Toutes les fois où vous avez ravalé vos larmes au travail parce que vous ne pouviez pas perdre ce job. Toutes les fois où vous avez accepté moins que ce que vous méritiez parce que c'était ça ou rien. Toutes les fois où vous avez renoncé à un rêve en vous disant « Des gens comme nous, on n'arrive jamais là-haut ». Vous vivez la sélection, mais pas celle de la nature, celle de l'économie. Et c'est pour cela que ce texte existe. Parce que la vraie question est, allons-nous continuer à naturaliser ce qui est structurel? Allons-nous continuer à répéter que la vie est ainsi quand tout autour de nous a été conçu pour avantager quelques-uns et sacrifier tous les autres? Et cela ne se passe pas seulement dans les usines ou les quartiers pauvres. Cela se voit dans les universités, les entreprises, les concours publics, dans les prix des aliments, dans les écoles délabrées d'un côté de la ville et celles climatisées de l'autre. Cela se voit dans le salaire de la femme qui fait exactement le même travail qu'un homme mais gagne moins. Dans le préjugé silencieux de celui qui pense qu'un noir est bon au foot mais pas en mathématiques. Dans la peur qu'éprouve une mère en voyant son fils sortir avec le mauvais t-shirt dans le mauvais quartier. Tout cela, c'est la structure. Et une structure se démonte avec conscience, pas avec de l'instinct. Parce que si vous agissez seulement par instinct, selon la logique de la nature, vous vous adaptez. Mais à force de trop vous adapter à une société injuste, vous risquez de mourir de l'intérieur. Et vous n'êtes pas né pour ça. Vous êtes né pour questionner. Vous êtes né pour voir ce qu'on vous cache. Vous êtes né pour briser le cycle qui fait de la souffrance un héritage et du privilège une tradition. Et maintenant que vous savez cela, il vous faut choisir. Allez-vous répéter le discours du « c'est comme ça que ça fonctionne » ou allez-vous rejoindre ceux qui osent encore poser la vraie question? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Et au profit de qui? La réponse est dans le genre de monde que vous voulez laisser à ceux qui viennent après vous. Un monde où la pauvreté est encore traitée comme une faute génétique? Ou un monde où l'on comprend que l'inégalité n'est pas une fatalité, c'est un choix? Darwin n'est pas le méchant. Marx n'est pas le héros. Ils sont des miroirs. L'un révèle ce que la nature fait quand personne n'intervient. L'autre révèle ce que l'histoire fait quand personne ne résiste. Mais vous, ici, maintenant, vous n'êtes pas personne. Vous êtes la conscience qui comprend, qui ressent, qui décide. Et si je vous disais qu'il existe quelque chose de plus dangereux qu'un mensonge, une vérité incomplète? C'est exactement ainsi que le XXe siècle a commencé à se déformer, en mélangeant science et idéologie et en vendant comme naturel ce qui n'était en réalité que pur calcul. Un cocktail explosif de biologie et de politique, de données et de doctrines, de laboratoires et de tranchées. Et dans ce paysage, les idées de Darwin et de Marx n'ont pas seulement survécu, elles ont été corrompues. Comme si elles étaient des codes ouverts, modifiés par des intérêts qui n'avaient rien à voir avec le désir original de comprendre ou de transformer le monde. Vous avez déjà remarqué qu'une idée, aussi noble soit-elle, peut devenir une excuse pour détruire. Darwin voulait comprendre l'origine de la vie, mais le XXe siècle a transformé ses idées en justification pour des génocides. Marx voulait libérer les travailleurs, mais son nom a été utilisé pour justifier la censure, les persécutions, les camps de travail forcé. Comment en arrive-t-on là? Comment traverse-t-on la ligne entre la pensée et l'imposition, entre l'analyse et le fanatisme? C'est ici que l'histoire devient inconfortable, parce qu'elle nous oblige à regarder une chose que personne n'aime admettre. Même les meilleures idées, si elles ne sont pas surveillées, deviennent des instruments de pouvoir. Au début du siècle dernier, des gouvernements, des universitaires et des industriels ont adopté le darwinisme, pas celui de Darwin, mais le social. Ils croyaient, ou faisaient semblant de croire,
qu'il existait une hiérarchie naturelle entre les races, les classes, les nations. Cette croyance a traversé les océans, nourri l'eugénisme, justifié l'apartheid, fondé le colonialisme sous un vernis de supériorité scientifique. Nous ne faisons que suivre le cours naturel de l'évolution, disait-il. Comme si exploiter, c'était s'adapter. Comme si exterminer, c'était sélectionner. Darwin n'a jamais écrit ces mots, mais ils ont été écrits en son nom. Dans le même temps, à l'autre bout du spectre idéologique, des régimes autoritaires disaient agir au nom de Marx. Ils installaient des dictatures, censuraient la presse, envoyaient leurs opposants dans des camps de rééducation. Tout cela pour le bien du peuple, pour l'avenir de la classe ouvrière, pour la victoire inévitable du socialisme scientifique. Comme si l'histoire n'avait qu'une seule direction, un destin scellé. Mais Marx n'a jamais écrit que la révolution devait être monopole d'État. Il n'a jamais défendu le culte de la personnalité. Il n'a jamais demandé qu'on tue en son nom. Alors, pourquoi ces idées ont-elles été détournées? Qui a autorisé le vol? La réponse est aussi simple qu'inquiétante. Le pouvoir ne tolère pas l'ambiguïté. Ce que Darwin et Marx avaient en commun, c'était le doute, la question, l'enquête. Mais le pouvoir, lui, préfère les certitudes, les manuels, les vérités figées, prêtes à être appliquées sans penser. C'est pour cela qu'ils ont tous deux été, en même temps, vénérés et déformés. Non pas parce que leurs idées étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient trop puissantes pour rester libres. Et maintenant, peut-être que vous vous demandez, « Très bien, mais quel rapport avec moi, ma vie, le monde d'aujourd'hui ?» Tout. Parce qu'aujourd'hui encore, nous vivons à l'intérieur des versions déformées de ces idées. Quand quelqu'un dit que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne font pas d'efforts, il fait écho au darwinisme social. Quand un autre dit que l'État révolutionnaire résoudra tout, il récite le marxisme comme une religion. Les deux sont coincés dans des versions figées de la réalité. Les deux ont cessé de penser. Les deux ont cessé de poser des questions. Et c'est peut-être cela, le plus grand danger de notre époque. Remplacer la réflexion par la répétition. Vous l'avez déjà vu. Quand la science devient prétexte à l'élitisme. Quand la justice sociale devient justification à l'autoritarisme. Quand le mot « évolution » est utilisé pour exclure. Quand le mot « révolution » est utilisé pour faire taire. Mais, et si on reprenait les questions? Et si, au lieu de suivre des doctrines, on recommençait à observer? À penser de manière critique? À se méfier des solutions toutes faites? Alors peut-être que nous pourrions revenir au point de départ, là où Darwin et Marx, malgré leurs chemins opposés, avaient quelque chose en commun. L'inconfort face au monde tel qu'il est. Car tous deux regardaient autour d'eux et voyaient un paysage insoutenable. Darwin, dans la nature, voyait le conflit brutal pour la vie. Marx, dans la société, voyait le conflit brutal pour le travail. Tous deux ont vu la souffrance. Tous deux ont voulu comprendre. Mais après eux, le monde a voulu utiliser. Et c'est pourquoi ce que vous pensez compte. Parce que vous êtes aussi entouré d'idéologies déguisées en biologie, de dogmes habillés en science, de politiques publiques qui citent des théories que vous n'avez jamais lues, mais qui influencent ce que vous mangez, ce que vous apprenez, ce que vous pouvez faire, ou pas. Avez-vous idée à quel point votre vie aujourd'hui est modelée par les idées de deux hommes qui n'ont jamais connu Internet, ni les vaccins à ARN, ni les réseaux sociaux? Et pourtant, nous y voilà, débattant de mérite, d'inégalité, de racisme, de classe, de justice, d'éducation, de propriété, employant d'un côté le langage de la nature, de l'autre celui de l'histoire. Mais où est passé le langage de la conscience? Celui qui reconnaît que comprendre le fonctionnement du monde ne signifie pas justifier ses douleurs, que voir des schémas biologiques ne veut pas dire accepter les injustices sociales, que lutter pour l'égalité ne suppose pas d'effacer la complexité du réel. C'est sur ce fil que notre humanité tient en équilibre. Entre Darwin et Marx,
entre instinct et justice, entre adaptation et transformation. Et peut-être que la vraie maturité, c'est ça. Ne pas choisir l'un contre l'autre, mais utiliser les deux pour bâtir quelque chose qui n'existe pas encore. Un monde où la science ne sert pas à exclure et où la justice n'a pas besoin de tuer pour exister. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous résiste au confort de l'explication facile. Quelque chose en vous croit encore que penser vaut mieux que suivre, que réfléchir est plus courageux que répéter. Alors, honorez ce courage. Arrêtez. Faites silence autour de vous pendant 5 secondes. Maintenant, écoutez cette question, comme si elle était chuchotée au creux de votre poitrine. Et si survivre ne suffisait pas? C'est ce qu'on nous a appris, n'est-ce pas? Depuis tout petit, on nous pousse dans la logique de la survie. On apprend à être compétitif, obéissant, adaptable, à baisser la voix quand on est ignoré, à sourire quand on est exploité, à baisser les yeux quand l'injustice gagne. Comme si cela s'appelait la maturité. Comme si supporter la violence du monde était un signe d'évolution personnelle. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si ce culte de l'adaptation était justement ce qui nous maintient au fond du gouffre? Et si Darwin avait été mal compris, non seulement par les puissants, mais par nous-mêmes chaque jour, lorsque nous acceptons en silence ce qui nous détruit? Charles Darwin n'a jamais dit que l'adaptation était une vertu. Il a dit que c'était un mécanisme, une roue crue et implacable de la nature. Celui qui ne s'adapte pas meurt. Mais attention, dans la nature, mourir n'est pas un échec moral. C'est juste une conséquence. Le problème commence quand on applique ce raisonnement à la société humaine. Car là, celui qui ne s'adapte pas devient un raté. Celui qui questionne devient un problème. Celui qui résiste devient un radical. Et celui qui rêve d'un autre monde devient un ennemi du progrès. Alors dites-moi, à quel moment vivre est-il devenu obéir? Quand a-t-on commencé à valoriser le fait de respirer en silence, plutôt que de crier justice? C'est à cet endroit précis que la logique de Darwin et celle de Marx entrent en collision, comme deux trains lancés à pleine vitesse. Darwin nous montre que la vie est transformation constante, mais aussi que la nature n'a pas de compassion. Marx nous montre que l'histoire est conflit permanent, mais aussi que la société peut, et doit, être organisée autrement. L'un regarde la Terre et y voit des espèces se battant pour les ressources. L'autre regarde la ville et y voit des travailleurs se battant pour leur dignité. Mais voici la question que personne n'ose poser. Et si nous nous étions tellement adaptés à la violence que nous ne savons même plus reconnaître la liberté? C'est dur, mais c'est réel. Aujourd'hui, nous confondons résilience et soumission. Nous confondons effort et culpabilité. Nous confondons réussite et conformité. Écoutez les discours sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, sur les affiches de motivation. Tu dois t'adapter au marché. Tu dois accepter que le monde est compétitif. Tu dois faire plus d'efforts. Mais la vraie question est, qui écrit ces règles? Et qui en profite quand vous y croyez? Ce n'est pas vous. Et ce n'est certainement pas Darwin. Peut-être est-ce un PDG millionnaire qui, depuis son penthouse, répète que tout le monde a les mêmes 24 heures. Peut-être est-ce un politicien qui n'a jamais mis les pièces dans une école publique et qui dit que, quand on veut, on peut. Peut-être est-ce un influenceur qui n'a jamais eu à partager son déjeuner avec 3 frères et qui affirme que focus, foi et volonté règlent tout. Darwin en aurait ri. Marx en aurait hurlé. Et vous? Vous fermez sans doute l'onglet du navigateur et retournez travailler. Parce qu'au bout du compte, il faut bien payer le loyer. Il faut s'occuper de votre mère. Il faut tenir encore un mois dans cette entreprise qui vous vide, parce que c'est tout ce qu'il y a. Et c'est précisément là que ce texte veut vous bousculer. Pas avec de la culpabilité, avec de la lucidité,
Parce que le monde ne vous demande pas de vous transformer. Il vous exige de vous résigner. Il vous entraîne depuis l'enfance à accepter l'inacceptable. Il vous convainc que changer est une illusion et que le seul espoir est de grimper l'échelle de la méritocratie avant qu'elle ne s'écroule. Mais, et si tout ça était un mensonge? Et si cette échelle n'avait jamais mené nulle part et que le sommet avait toujours été réservé à quelques-uns? Darwin l'avait déjà observé dans la nature. Tous les organismes n'ont pas une chance réelle. Certains naissent dans des environnements si hostiles que l'effort ne suffit pas. Marx l'a vu dans l'économie. Tous les travailleurs ne partent pas du même point. Certains arrivent déjà endettés. Et vous, maintenant, vous commencez peut-être à comprendre ce que veulent dire ces idées. Ce n'est pas que la vie soit injuste. C'est que le monde que nous avons construit dessus insiste pour faire de cette injustice une norme. Et cela nous amène à un dilemme. Si vous vous adaptez trop, vous risquez de devenir complice de ce qui vous détruit. Si vous résistez trop, vous risquez d'être éliminé par un système qui ne tolère pas la dissidence. Alors, quelle mort préférez-vous? Celle du corps ou celle de la conscience? C'est cruel d'avoir à choisir. Mais encore plus cruel de faire semblant que ce choix n'est pas en train d'être imposé chaque jour. À la caisse du supermarché, dans le bus, dans les salles d'attente des hôpitaux. Quand vous dites « oui, patron », alors que tout en vous crie « non ». Darwin parlait de la nature telle qu'elle est. Marx parlait de la société telle qu'elle pourrait être. La différence, c'est que Darwin décrit. Marx appelle. Et vous? Allez-vous continuer à décrire votre douleur avec ironie sur les réseaux sociaux? Ou allez-vous commencer à nommer ceux qui vous veulent trop fatigués pour réfléchir? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes sont au même endroit, épuisées, mais encore debout, effrayées, mais encore capables de poser des questions. Car au fond, il y a une étincelle qui refuse de mourir. La même étincelle que Darwin voyait dans la survie et que Marx voyait dans la révolte. Le désir, intime, indomptable, de vivre avec dignité. Vous ressentez cela? Alors vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes éveillé. Et celui qui s'éveille dérange. Il dérange le patron qui préfère les employés silencieux. Il dérange le gouvernement qui préfère les citoyens passifs. Il dérange le système qui préfère des robots avec un numéro de sécurité sociale. Et c'est une bonne chose. Parce que s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne, c'est qu'aucun empire ne tombe par la force de l'élite. Il tombe par la persistance de ceux qu'on avait fait taire. Et qu'un monde nouveau ne naît jamais par décret. Il naît d'une question dérangeante, posée au bon moment, par la bonne personne. Et si cette personne, c'était vous? As-tu déjà essayé d'expliquer un rêve avec des mots ordinaires? C'est difficile. Parce qu'un rêve, c'est une collision d'images, de sensations, de peur et d'espérance. Et la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec ses engrenages invisibles, ses absurdités normalisées et ses injustices déguisées en progrès, ressemble de plus en plus à un rêve, ou plutôt à un cauchemar qu'on a appris à appeler routine. Mais, et si je te disais que tout cela a été planifié, que derrière le chaos, il y a une méthode, que le monde a été discrètement entraîné à rendre certaines pensées inadmissibles? Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la statistique, c'est de l'histoire, c'est de l'observation. Et tout commence lorsque deux idées, nées au XIXe siècle, commencent à être traitées comme des menaces pour l'ordre établi, non à cause de leurs défauts, mais à cause de ce qu'elles dévoilent. Charles Darwin a montré que nous ne sommes pas spéciaux. Karl Marx a montré que nous ne sommes pas libres. Peux-tu imaginer une combinaison plus explosive que celle-là? Darwin a fait tomber l'homme de son piédestal divin. Marx a renversé le riche de son trône moral. Et ensemble, ils ont révélé un abîme que les puissants ont toujours connu, mais qu'ils préféreraient que tu ne regardes jamais en face. Maintenant, fais une pause et pense. Combien de fois as-tu entendu l'expression « idéologie dangereuse » ? Combien de fois t'a-t-on dit de te méfier de ceux qui parlent trop d'évolution, de structure,
de révolution, de conscience? Combien de fois tes professeurs, quand ils le pouvaient, ont-ils évité d'aller au fond de ces sujets parce qu'il valait mieux ne pas faire de vagues? T'es-tu déjà demandé pourquoi? Parce que Darwin et Marx, bien qu'ils viennent d'univers différents, ont ouvert des portes qu'on ne pouvait plus refermer. Et le monde, réalisant cela, a couru pour tenter de les verrouiller à nouveau, par la force, par la censure, par la peur, par la désinformation. Un exemple? Aux États-Unis en 1925, un professeur nommé John Scopes a été poursuivi en justice pour avoir enseigné la théorie de l'évolution dans une école du Tennessee. L'affaire est restée connue comme le procès du singe. Mais ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement la science contre la religion, c'était la peur que les jeunes commencent à tout remettre en question, qu'ils comprennent que leur existence n'est pas le fruit d'un miracle figé, mais d'un processus incertain, amoral, changeant. Et ce qui est changeant peut être transformé. Autre connexion. En 1933, dans l'Allemagne nazie, des livres de Marx, Engels et Darwin ont été brûlés publiquement. Les nazis savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils effaçaient des idées qui enseignaient à penser par soi-même. Des idées qui disaient que personne n'est supérieur à personne, que l'inégalité n'est pas naturelle, que l'histoire est écrite avec du sang, mais qu'elle peut aussi être réécrite avec conscience. Alors la question demeure, si ces idées sont si dangereuses, dangereuses pour qui? Fais une pause ici. Respire. Tu es arrivé à la moitié de cette partie. Ressens cela. Respire. Tu as déjà compris? Darwin et Marx ne sont pas en guerre. Ils sont en réalité en train de déterrer des questions que personne n'a jamais vraiment répondues. Et le monde, pour continuer à tourner comme il tourne, a besoin que tu arrêtes de poser ces questions. Mais tu es encore là. Et rien que ça te rend dangereux. Ce qui nous amène à une statistique alarmante. En 2021, une étude a révélé que plus de 40% des Américains rejettent encore la théorie de l'évolution. Oui, au XXIe siècle, avec Internet, des télescopes spatiaux, l'édition génétique et des universités multimillionnaires, près de la moitié d'un pays développé croit encore que le monde a été créé tel quel, immuable, parfait, intouchable, et ne pense pas que ce n'est qu'une affaire de religion. C'est une stratégie. Parce que quand tu crois que tout est à sa place, tu n'exiges pas de changement. Tu ne te révoltes pas contre l'injustice. Tu ne défies pas le système. Et quand tu combines cela avec un anticommunisme ancré, tu obtiens le cocktail parfait. Des gens qui rejettent Darwin par peur de perdre leur idée de but divin, et qui rejettent Marx par peur de perdre leur illusion de liberté capitaliste. Voilà le jeu. La science qui explique, discréditée. La philosophie qui dénonce, interdite. L'idée qui libère, ridiculisée. Et à leur place, des slogans. Des phrases percutantes qui semblent intelligentes, mais qui ne font que paralyser la pensée. Si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas fait d'efforts. Si tu es malade, c'est que tu n'as pas eu assez de foi. Si tu as été licencié, c'est parce que tu n'étais pas assez adaptable. Si tu es en colère, c'est que tu es ingrat. Et petit à petit, tu commences à te blâmer pour tout. De ne pas bien gagner ta vie, de ne pas être assez productif, de ne pas avoir de stabilité, d'être fatigué. Et c'est là que survient la distorsion finale, la culpabilisation individuelle des défaillances structurelles. Darwin devient un tract de la méritocratie. Seuls les plus forts survivent. Marx devient un épouvantail autoritaire. Ceux qui parlent de classe veulent devenir dictateurs. Mais tu sais que quelque chose cloche. Tu ressens le poids de cette farce tous les jours, dans la file d'attente de l'hôpital, dans le prix de la viande, dans l'épuisement qui ne part jamais. Et maintenant, tu as des mots pour cela. Alors, que faire de cette lucidité? Avant de répondre, laisse-moi te raconter une histoire vraie. En 2019, un chauffeur VTC à São Paulo
travaillait 16 heures par jour. Il vivait dans une chambre partagée avec 2 amis. Il était diplômé en histoire, passionné par la recherche. Il voulait devenir professeur, mais les écoles privées payaient moins de 1500 riyals par mois et il devait manger. Un jour, il a déposé une cliente dans une librairie. Elle en est sortie avec 2 livres, L'origine des espèces et le manifeste du Parti communiste. Il a souri et a dit « 2 livres qui ont changé ma vie ». Elle n'a pas répondu. Elle a juste levé son téléphone et lui a mis une note de 4. Tu comprends ce qui se joue ici? Un homme cultivé, lecteur de Darwin et Marx, est traité comme un déchet. Et son dernier geste révolutionnaire, c'est de citer les noms qui lui ont appris que tout ça n'est pas normal. Cette histoire parle aussi de toi. Toi qui peut-être n'as jamais lu Darwin. Toi qui n'as jamais ouvert le Capital. Toi qui croyais que ces idées appartenaient à un autre temps. Elles ne sont pas du passé. Elles sont dans l'instant précis où tu te demandes si ça vaut encore la peine de continuer. Elles sont dans la seconde où tu ravales tes larmes pour ne pas paraître faible. Elles sont dans le silence que tu avales pour ne pas être viré. Elles sont dans la fierté discrète que tu ressens quand tu comprends enfin. Le problème n'a jamais été uniquement toi. Elles sont ici, dans cette vidéo, dans cet instant, dans cette voix qui te dit « Tu n'es pas fou ». Tu es en train de te réveiller. Et se réveiller, en temps de mensonges généralisés, est l'acte le plus radical qui soit. Alors, avant de continuer, respire encore une fois. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas rien. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de tes douleurs as-tu acceptées comme naturelles? Combien de tes échecs étaient en réalité des héritages déguisés? Combien de fois as-tu confondu adaptation avec résignation? Tout semble fonctionner. Les lumières s'allument, les trains arrivent, le café est servi, les colis arrivent chez toi avant même que tu te rappelles les avoir commandés. Mais que se passerait-il si, ne serait-ce qu'une seconde, on pouvait éteindre la surface du monde? Si les lignes de code s'interrompaient? Si les tableaux de productivité disparaissaient? Si les notifications s'éteignaient dans le silence? Que resterait-il? Que verrais-tu? Parce que le véritable moteur du XXIe siècle ne fait pas de bruit. Il murmure. Et ce qu'il murmure est terrifiant. Dans une époque où nous sommes contrôlés par des écrans, des graphiques et des promesses d'efficacité, la logique de Darwin et la colère de Marx sont toujours au cœur de la scène, mais camouflées. Sauf qu'au lieu d'une usine sale ou d'un bureau mal ventilé, la scène aujourd'hui est virtuelle, digitale, hypnotique. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es testé en permanence. Chaque clic, chaque défilement, chaque seconde de retard dans une réponse est interprété comme une donnée. Des données qui alimentent des algorithmes. Et ces algorithmes, sous un vernis de neutralité, prennent des décisions qui façonnent ton monde, ce que tu vois, ce que tu désires, ce que tu vaux. Et c'est là que commence l'effondrement. Darwin expliquait que les organismes s'adaptent à leur environnement. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus l'environnement à adapter. Et Marx disait que l'histoire de l'humanité est celle de la lutte des classes. Mais aujourd'hui, cette lutte ne se joue plus seulement entre le patron et l'ouvrier. Elle se joue entre ceux qui possèdent les données et ceux qui sont surveillés par elles. Tu ne le ressens pas dans ta routine? Pourquoi l'algorithme te montre-t-il toujours plus de ce qui t'angoisse, t'indigne ou t'épuise? Pourquoi les applis de livraison forcent-elles les livreurs à accepter des courses longues pour des sommes dérisoires et les classent ensuite comme efficaces ou paresseux en fonction de quelques secondes? Pourquoi l'école de ton quartier reçoit-elle moins d'investissement que celle des beaux quartiers, alors que le nombre d'élèves est identique? Parce que le monde continue de fonctionner selon une ingénierie des inégalités, désormais plus sophistiquée, moins visible, plus efficace. Nous vivons une mutation. L'adaptation darwinienne est devenue une gamification économique. La lutte de classe marxiste est devenue une guerre de métriques. Mais le résultat est le même.
des gens épuisés, sans temps pour penser, façonnés pour s'adapter, pas pour questionner. As-tu remarqué comme le mot productivité est devenu synonyme de valeur humaine? Si tu produis, tu comptes. Si tu te reposes, tu déranges. Si tu cries, tu importunes. Et alors, une nouvelle sélection commence. Pas biologique, pas ouvrière, mais comportementale. L'algorithme commence à récompenser les mieux adaptés. Ceux qui ne se plaignent pas. Ceux qui livrent avant l'heure. Ceux qui ne parlent pas politique au bureau. Ceux qui se réinventent sous l'exploitation et publient encore des phrases de motivation sur LinkedIn. C'est ça, le nouveau darwinisme. Pas celui de la nature, celui du marché. Et pire, il vient avec des likes, des emojis, des bonus et même du reconnaissance d'équipe. Tu vois le piège? L'exploitation est devenue esthétique. La précarité est devenue flexibilité. Le désespoir est devenu esprit entrepreneurial. Et Marx, quelque part, crie encore. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la perpétuation. Parce que derrière cette prétendue liberté numérique, il y a une prison invisible. Tu es libre de choisir ce que tu veux, à condition que ce soit dans la vitrine algorithmique qu'on t'a assigné. Tu es libre de travailler comme tu veux, tant que tu acceptes les conditions imposées comme des tendances du marché. Tu es libre d'entreprendre, tant que tu payes le prix de l'insécurité, de la dette, de la solitude et de la culpabilité de ne pas avoir réussi. Tu veux un chiffre? Plus de la moitié des jeunes Brésiliens entre 18 et 30 ans déclarent ressentir de l'anxiété constante, une insécurité financière et une peur de l'avenir, même avec un diplôme, un emploi ou des projets. Ce n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'un système qui ne connaît plus la justice, seulement la performance. Darwin dirait « Les organismes changent pour survivre ». Marx dirait « Les humains sont remodelés pour obéir ». Mais la vraie question est « Et toi? Tu vois ce qu'on est en train de faire de ton temps, de ton attention, de ton corps? Ou tu acceptes tout cela comme faisant naturellement partie de la vie adulte? Tu penses que j'exagère? Alors regarde ta propre journée. Combien de fois as-tu ignoré ta fatigue parce qu'il fallait assurer? Combien de fois as-tu souri au travail pour ne pas être viré? Combien de fois t'es-tu senti inutile parce que tu n'as pas atteint les objectifs? Combien de fois as-tu pensé que le problème, c'était toi? Ce n'était pas toi. Et ce n'est pas toi. C'est le monde, déguisé en modernité, qui t'impose le silence en échange de la sécurité. C'est la nouvelle adaptation, se taire pour subsister. Mais survivre en silence, ce n'est pas vivre, c'est s'éteindre lentement, c'est mourir à crédit. Et tu n'as pas été fait pour ça. Tu n'es pas un algorithme, tu n'es pas une métrique, tu n'es pas un livrable. Tu es une conscience en chair vive. Tu es une puissance, pas un outil. Darwin a étudié des espèces qui ont développé des griffes, des poisons, du camouflage. Toi, tu as développé le silence, la résignation, l'ironie. Mais où cela te mène-t-il? Marx a étudié des peuples qui se sont levés contre des seigneurs, des empires, des usines. Et aujourd'hui, les révoltes doivent-elles passer par les likes? Doivent-elles attendre la viralisation pour être légitimes? Tu saisis la gravité de tout ça? Nous sommes tellement conditionnés à survivre que nous avons oublié comment résister. Et c'est peut-être pour ça que tant de gens ont abandonné. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on les a convaincus que lutter est inutile, qu'il est stupide de penser trop profondément. Que lire Darwin ou Marx, c'est pour ceux qui n'ont pas compris comment le monde fonctionne. Mais, et si c'était justement l'inverse? Et si comprendre Darwin et Marx était la seule manière réelle de commencer à désamorcer cette bombe appelée vie moderne? Et si penser, vraiment penser, était l'acte le plus subversif qu'il nous reste encore? Tu es encore là. Ça veut dire quelque chose. Tu as déjà traversé 5 parties de cette traversée. Tu as déjà questionné ton adaptation. Tu as vu les distorsions. Tu as commencé à relier les points.
Maintenant, il est temps de décider. Vas-tu continuer à jouer le jeu de l'auto-exploitation? Ou vas-tu commencer à vivre avec la dignité de celui qui sait que son existence n'est pas un KPI? Il est temps d'utiliser l'outil que personne ne peut contrôler, la lucidité. Peut-être que tu ne te souviens même plus de la première fois où tu as commencé à te mentir. Mentir en disant que tout allait bien, que ce silence ne faisait pas mal, que cette consigne avait un sens, que cette routine ne t'effritait pas un peu plus chaque jour. Mais quelque part sur le chemin, tu as appris que s'adapter dérange moins, que ceux qui ne confrontent pas passent plus facilement, que ceux qui ne questionnent pas sont mieux vus, que ceux qui ravalent leurs larmes survivent plus longtemps. Et c'est ainsi qu'a commencé la mutation la plus insidieuse de toutes, la mutation de la conscience. Tu as cessé de te demander pourquoi, et tu as commencé à demander combien de temps reste-t-il? Combien de temps avant que le mois finisse? Combien de temps avant que le samedi arrive? Combien de temps avant que tout cela se termine? Même si tu ne sais plus très bien ce que signifie tout cela. Mais maintenant, après tout ce que nous avons traversé ensemble, dis-moi franchement, est-ce que ça, c'est vivre ou simplement supporter? Pendant 6 chapitres, nous avons exploré les ruines de la normalité construite. Nous avons vu comment Darwin a été utilisé pour justifier des inégalités, comment Marx a été détourné pour camoufler des dictatures. Nous avons vu la foi remplacée par le capital et le capital remplacé par des algorithmes. Nous avons vu la productivité devenir une vertu, l'indignation devenir une faute, et l'adaptation devenir un synonyme d'âge adulte. Mais maintenant, il ne s'agit plus de regarder. Il est temps de choisir, parce que la question restée en suspens réclame une réponse. Vas-tu continuer à te modeler selon un monde qui te détruit? Ou vas-tu enfin commencer à imaginer un monde digne d'exister? Il n'y a pas de neutralité ici. Le silence est aussi un choix. Faire semblant de ne pas voir, c'est déjà prendre parti. Et chaque jour, quelqu'un s'enrichit de ta résignation. Même quand tout semble trop vaste, trop injuste, trop figé, il te reste quelque chose que nulle machine ne peut simuler. Ta capacité de refuser l'absurde. C'est ici que Darwin et Marx reviennent, non comme adversaires, mais comme fondation. L'un nous a appris que la vie est mouvement, mutation, transformation. L'autre nous a montré que l'histoire avance quand on ose affronter. Mais aucun des deux n'a jamais dit que tu devais courber la tête. Aucun n'a écrit que ta conscience devait se taire. Aucun n'a accepté que le mensonge devienne loi. Alors maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu sais maintenant? Parce que la vérité, c'est que survivre ne suffit plus. Ce n'est plus assez de livrer des tâches, de payer des factures, d'éviter le burn-out à coups de caféine. Ce n'est plus assez de répéter que ça va s'arranger, alors que ton dos ploie et que ton esprit s'éteint. Tu mérites plus. Une vie où ta dignité ne dépend pas d'objectifs à atteindre, où ta voix n'a pas besoin d'autorisation, où ta présence ne se mesure pas en rendement. Mais cette vie ne tombera pas du ciel. Elle devra être construite, avec lucidité, avec courage, avec des gens. Darwin a expliqué ce que nous sommes. Marx nous a invités à imaginer ce que nous pourrions devenir. Mais maintenant, le futur dépend de ceux qui osent se poser la question qui fait trembler le système. Et si je refusais? Oui, nous vivons une époque d'accélération, de bruit, de distraction. Mais nous vivons aussi le temps des connexions invisibles. Et c'est là que naît le nouveau moteur, la conscience collective. Quand tu commentes ici, tu dis « j'ai compris ». Quand tu likes, tu dis « je ne suis pas seul ». Quand tu t'abonnes, tu dis « je veux continuer à résister ». Et ça, aujourd'hui, c'est révolutionnaire. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers comme toi, des gens qui s'éveillent du brouillard, qui troquent le culte de la réussite pour la recherche de sens, qui abandonnent des carrières qui les tuaient à petit feu, qui reprennent la parole, la rue, la salle de classe,
qui enseignent sans diplôme, qui soignent sans contrat, qui bâtissent des réseaux d'affection et de colère en même temps. Et peut-être que ce que tu viens de voir ici a été l'étincelle. Peut-être que quelque chose s'est rallumé en toi. Alors, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Like. Abonne-toi. Commente avec la sincérité de celui qui sait que ceci n'est pas juste une vidéo. C'est un abri. Partage avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu as perdus, avec ceux que tu espères encore retrouver du bon côté de la lucidité. Chaque mot que tu écris ici est un acte de reconstruction. Chaque phrase déposée est une miette de vérité que l'algorithme ne pourra jamais digérer. Parce que si tout s'effondre dehors, la seule révolution possible commence en dedans. Et pour ça, on a besoin de toi. Entier, présent, éveillé. Merci de ne pas avoir fermé cette page. Merci d'avoir choisi la question alors qu'on te proposait des slogans. Merci de te souvenir encore de ce que signifie être humain, dans un monde qui tente chaque jour de te transformer en rouage. Prépare-toi. Car si Darwin t'a appris à regarder en arrière et Marx à regarder autour de toi, alors le moment est venu de regarder en toi et de poser, avec tout ce qui vibre encore en toi, la seule question que ce système t'aime. Quelle révolution bat encore dans ma poitrine? Et que tu continues d'être, toujours, la partie du monde qui se refuse encore à oublier ce que c'est, que sentir.